School qui organise cette conférence avec 15 Tech. Et du coup, je laisserai Caroline présenter 15 Tech à la suite. Et puis après, on va lancer. Donc sur Adatech School qui co-organise la conf de ce soir. Donc Adatech School, c'est une école d'informatique qui a 2 spécificités. La première, c'est ses valeurs. Donc nous, on s'appuie sur des valeurs d'inclusion et de diversité. On montre que la tech, c'est accessible à toutes et à tous, avec un focus tout particulier sur la place des femmes, puisqu'il n'y a que 10% de femmes développeuses aujourd'hui. C'est le même chiffre pour les femmes qui étudient l'informatique. Et nous, c'est notre combat de faire arriver ce chiffre au moins à la parité. Et on veut y arriver en grande partie par aussi la communication, la pédagogie, donc le fait de montrer que si ce chiffre est là, c'est une affaire de stéréotypes qu'on s'applique à casser et qu'on va d'ailleurs s'appliquer à casser ce soir pour vous montrer que l'informatique, c'est génial. Il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y aurait que des hommes dans ce milieu-là. Donc ça, c'est le premier pilier, nos valeurs. Et le deuxième pilier, c'est notre pédagogie, qui du coup, au sein de l'école, c'est une pédagogie alternative. Donc, il n'y a pas de prof, mais il y a des encadrants qui viennent vous coacher, répondre à vos questions et vous en poser. Il n'y a pas de notes, mais il y a des badges que vous validez au fur et à mesure de la formation. Et il n'y a pas de cours, mais il y a des projets. Donc, on apprend uniquement en faisant chez Adatech School. Donc voilà sur l'école. Je laisse du coup Caroline enchaîner sur 15 Tech et je précise qu'on est super contente de faire cet événement avec 15 Tech. Ça fait super longtemps qu'on se parle et on a énormément d'intérêts communs et c'est super sympa d'organiser ça ensemble. Et je pense qu'on en aura d'autres encore. Claire, merci beaucoup de nous accueillir. Caroline Ramat, je suis la fondatrice, dirigeante de 15 Tech. On est une start-up à impact. Notre but, c'est, comme Adatech School, d'arriver à 50% de femmes dans la tech. On sait que les chiffres ne sont pas là. 25% aujourd'hui de femmes, globalement, qu'on va de software engineer à IA, à data, donc tout compris, c'est seulement 25%. Ce n'est pas le futur, c'est le présent, parce qu'on sait que c'est l'économie mondiale numéro 1 aujourd'hui. Donc, il y a urgence à agir. Et il y a un chiffre, moi, qui particulièrement me choque, c'est qu'une femme sur 2 quitte la tech aujourd'hui pour des raisons de discrimination. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait sur 15 Tech? On a créé une communauté d'entraide entre femmes. Donc, on peut se matcher avec des pairs. Vous êtes software engineer junior, vous voulez vous matcher avec quelqu'un de plus senior, vous pouvez le faire. Vous pouvez assister à des masterclass, donc soit sur les tech skills, soit sur le management, soit sur comment j'ai cassé les barrières de la tech. Et si jamais vous cherchez à un moment donné où vous êtes sur la sortie d'école ou à un moment donné de votre carrière, vous avez envie d'aller trouver des entreprises inclusives, donc celles qui aujourd'hui font des efforts pour avoir plus de diversité et d'inclusion parce qu'ils savent que c'est important de changer la donne, eh bien, ils viennent vous raconter ce qu'ils font en diversité et inclusion, ils viennent vous donner leurs chiffres, leurs politiques et surtout, vous pouvez vous matcher aussi avec des gens de l'équipe. Ça, c'est très important, c'est la connexion, vous savez, création de votre réseau. Et c'est un peu la proposition de valeur de 15 Tech. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre. On est une plateforme gratuite pour les femmes et on est positionné sur l'Europe essentiellement, donc France, UK et Allemagne aujourd'hui essentiellement, mais ça grandit extrêmement vite. Donc voilà, vous êtes bienvenus. On est vraiment ravis de faire cette conférence avec Juliette et Mathilde, deux gros rôles modèles de la tech. Super. Alors, du coup, pour vous présenter un peu aussi pourquoi on a choisi ce sujet pour notre première conférence avec 15 Tech, on a choisi ce sujet des rôles modèles parce que pour du coup se lancer dans la tech en tant que femme, il faut avoir des éléments qui prouvent aussi qu'on peut le faire. Donc, pour à la fois 15 Tech et Adatech School, ça passe par justement ce dont on parlait, casser les codes et les stéréotypes, montrer que l'informatique, c'est pas une affaire d'hommes, que c'est pas pour des geeks associables, mais que c'est à la fois, comme tu le disais Caroline, un milieu qui recrute énormément, un milieu où du coup il y a aussi des salaires intéressants, montrer que le code c'est un outil créatif, que ça s'apprend comme un langage. Donc il y a toute une communication autour de la tech pour changer un peu l'image très masculine qu'elle peut avoir. Et il y a aussi toute la partie exemple, témoignage et des personnes, en fait, tout simplement, qui montrent que c'est possible.
j'admets les gens tout en parlant. On l'a toutes vécu, hein, pour se projeter dans un métier, dans un rôle, pour cultiver des passions, on a besoin forcément de s'identifier à certaines personnes. Et c'est dans cette dynamique qu'on s'est dit, c'est intéressant de parler des rôles modèles ce soir. Donc, le terme de rôle modèle, je vais faire un peu justement, pour le coup, de la pédagogie plus descendante en vous expliquant d'où vient ce terme. Il vient de l'anglais rôle modèle, donc role model. Il reste parfois orthographié ainsi, même en français. Ça a été inventé par le sociologue Robert King Merton. Et pour vous dire un peu les trois principes qui caractérisent le rôle modèle, tout d'abord, c'est un rôle grâce auquel on apprend par imitation. C'est un rôle où la personne qui est le rôle modèle joue un rôle de mentor. Et enfin, c'est un rôle qui nous donne l'envie de se projeter, de se lancer. Donc, c'est les 3 principes qu'a mis en avant Robert King Merton, pour vous donner un peu de matière pour savoir qu'est-ce que c'est concrètement un rôle modèle. Moi, ce que je trouve intéressant de souligner sur le rôle modèle, et puis après, on va surtout laisser Mathilde et Juliette témoigner sur leur vision à elles et leur définition, c'est que ce n'est pas forcément un rôle exemplaire. C'est-à-dire, le rôle modèle, oui, il donne l'exemple, mais il construit ses propres règles. Il peut lui-même faire des erreurs, surmonter des obstacles. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ça, qu'on s'identifie à lui. L'autre chose que j'ai trouvé hyper intéressante en lisant un peu ce qu'avait écrit Robert King Merton sur le sujet, c'est que, en fait, c'est un rôle modèle, c'est jamais quelqu'un qui est dénommé comme tel. On dit, tiens, voilà, c'est le leader, il faut le suivre. C'est souvent un peu un leader malgré lui ou malgré elle. Et du coup, c'est ça qui renforce aussi l'identification. Donc, c'est tout à fait une personne qui peut avoir un destin hors du commun, qui accomplit des grandes choses, mais où il y a aussi ces petites parts de faiblesse qui font qu'on s'identifie bien. Et pour moi, en tout cas, je trouve que les rôles modèles, c'est hyper important aussi, en tant que femme, d'en avoir un panel assez varié. On peut avoir des rôles modèles qui sont des superwomen, on peut avoir des rôles modèles qui sont des femmes plus discrètes. Voilà, moi je trouve ça intéressant de se dire, de se construire avec une pluralité de rôles modèles. Du coup, je vous cite un dernier petit exemple que j'ai lu lors de mes recherches. C'est quelque chose qui s'appelle l'effet Marie Curie et qui est un peu le risque du rôle modèle trop exemplaire. C'est-à-dire, quand on vous demande quelle femme vous connaissez dans les sciences, tout le monde cite Marie Curie. Et en fait, elle englobe tous les rôles modèles en une seule personne. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cette conférence, c'est pour arriver à avoir plein de rôles modèles hyper différents et pour que la pauvre Marie Curie ne se retrouve pas avec la responsabilité de donner l'exemple et l'unique exemple de la femme scientifique. Du coup, tout ça pour dire que c'est dans cette dynamique qu'on a invité Mathilde et Juliette, qui sont pour nous des rôles modèles. On les a identifiés comme rôles modèles et on est ravis du coup qu'elles puissent témoigner en ce sens. Elles vont aussi nous expliquer comment elles ont endossé ce rôle lors de leur carrière et comment elles-mêmes ont eu des rôles modèles. Du coup, le mieux, c'est que Mathilde et Juliette se présentent elles-mêmes. Donc, Mathilde qui est CTO de Joli Moi et Juliette qui est CPO de Frishti. Du coup, si ça vous va, toutes les deux, je vous laisse vous présenter, nous dire quel est votre parcours et où est-ce que vous travaillez aujourd'hui et à quel poste. Ok, merci Juliette. Donc moi, je suis Mathilde Lemay, j'ai 15 ans d'expérience dans la tech, donc j'ai été développeuse, ensuite lead développeur, et ensuite j'ai pris les postes de CTO, puis de CTO et CPO. Aujourd'hui, je travaille chez Joli Moi, c'est une entreprise que j'ai cofondée il y a 4 ans, presque 4 ans maintenant. On est 4 associés et en fait, on a en fait, on permet à des gens de créer leur métier dans le domaine de la beauté en leur donnant des outils, en leur proposant de travailler avec des marques pour lesquelles on est partenaire. Au quotidien, je m'occupe d'une équipe d'un peu moins de 10 personnes. Voilà. Je prends la suite. Moi, je suis Juliette, je suis donc CPO chez Frishti depuis quelques mois, depuis 5 mois exactement. Après donc une carrière, après une carrière donc où j'étais au Royaume-Uni, je travaillais au Guardian, où je m'occupais des abonnements numériques. Donc en fait, j'ai un parcours un peu
qui n'a pas commencé dans la tech, qui a commencé dans la stratégie et qui est venu au produit par la stratégie, ce qui est aussi une perspective intéressante dans comment est-ce qu'on débarque dans la tech et comment est-ce qu'on interagit avec des publics tech sans avoir nécessairement le background. Typiquement, je ne sais pas coder. Et comment est-ce que j'existe dans cet univers-là. C'est un truc intéressant. Et donc voilà, ça fait moi, donc j'ai passé 5 ans au Royaume-Uni. Maintenant, je suis gardienne depuis 5 mois. Et l'autre chose à dire qui est une chose importante dans ma vie en ce moment, c'est que je suis également enceinte de 7 mois et demi. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur se lancer ou pas dans des nouvelles choses et dans de nouveaux rôles quand parfois la vie et même parfois votre entourage peut vous dire que c'est peut-être pas le moment ou que c'est peut-être pas le moment de prendre des risques et pourquoi est-ce que parfois il ne faut pas trop écouter. Voilà. Super. Merci en tout cas, Juliette, de aussi accepter cette conférence à ce moment phare. Ça ajoute encore plus une dynamique. Du coup, Caroline, je te laisse enchaîner. Non, mais je pense qu'on est pile dans la définition de ce que c'est qu'un rôle modèle, quoi. C'est raconter son histoire et la rendre accessible aux autres. Mais du coup, c'est quoi pour vous un rôle modèle? Ça, c'est un peu moi ma définition. J'aime pas les mégastars et surtout quand on parle que de Sheryl Sandberg. Mais du coup, peut-être, c'est quoi la définition d'un rôle modèle pour vous? Peut-être Juliette d'abord et ensuite Mathilde. Oui, alors c'est clair, il y a un peu fait allusion. En fait, c'est marrant quand tu parlais, ça a résonné un peu avec ce que je pense. C'est-à-dire que un rôle modèle, en fait, c'est d'abord quelqu'un qui est justement, c'est pas Sheryl Sandberg, c'est pas forcément Marie Curie, parce que c'est des choses qui sont bien loin et bien compliquées à imiter. En revanche, c'est des gens dont on les regarde et on se dit, je retrouve quelque chose en eux qui me fait dire, j'aimerais être comme ça, j'aimerais faire pareil. C'est quelque chose que je me dis que je peux me projeter dans leur façon de faire. Et donc, si je pense au panel de rôle modèles que je peux avoir dans ma vie, en fait, il y a une variété. Il y a des gens que j'ai côtoyés pour de vrai. Il y a des gens qui sont des gens connus. Mais il y a un aspect très humain, je trouve, dans le rôle modèle. Et effectivement, c'est proche. C'est quelqu'un dont on se dit, OK, alors, j'y suis pas du tout. J'ai beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Mais je peux voir un chemin. C'est pas des gens surhumains. C'est des gens qui vivent le panel. Voilà, il y a un truc accessible. C'est marrant parce qu'avec Mathilde, on s'est rencontrés chez Paris Pionnier. Moi, je posais systématiquement la question à toutes les fondatrices, donc ça vaut pour les femmes dans la tech ou pas. Et chaque fois, on parlait de modèles très proches. Et toi, du coup, Mathilde, c'est quoi tes modèles? C'est quoi ta définition d'abord d'un rôle modèle? Et on ira plus sur le type de modèle qui vous inspire. Pour moi, le rôle modèle, enfin celui qui moi me parle plus, c'est plutôt l'aspect mentoring, tu vois, le côté mentoring. Donc en fait, mes rôles modèles, ça va être des gens que j'ai rencontrés en vrai et qui à un moment donné m'ont donné envie ou si tu veux, ont suscité ma curiosité pour que je creuse dans un domaine plutôt qu'un autre ou qui m'ont conseillé à un moment donné. Donc pour moi, les rôles modèles, c'est un peu comme c'est vraiment c'est vraiment plus quelque chose de proche et c'est plus proche du mentoring qu'effectivement qu'une Sheryl Sandberg qu'au final je connais pas du tout et finalement je connais pas ses valeurs, j'ai jamais parlé avec elle. Moi c'est plus des gens qui m'ont inspiré, c'est plus des mentors, des gens qui m'ont inspiré. C'est ça pour moi le rôle modèle. Donc en fait c'est pas tu vois, c'est pas des gens starisés, c'est pas des gens qu'on voit à la télé ou qu'on écrit des bouquins, c'est vraiment plus des gens que j'ai rencontrés, des gens normaux, hein, classiques, mais qui m'ont à un moment donné de ma carrière fait poser les bonnes questions. Et pourquoi tu dirais qu'éventuellement, dans la tech, c'est encore plus important d'avoir des rôles modèles que dans d'autres secteurs, peut-être? Je ne sais pas si c'est plus ou moins important que dans d'autres secteurs, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, il faut pouvoir se projeter. Et que moi, je vois quand j'ai commencé ma carrière donc moi, je suis ingénieure de base, donc j'ai commencé à bosser dans des grands comptes sur des gros plateaux avec, tu vois ce que c'est, 150 personnes. Et ben, il n'y avait pas beaucoup de femmes pour être honnête. Et surtout, tu vois, si tu me demandes mes mentors, en fait, je vais citer que des hommes parce que ceux qui m'ont influencé quand j'étais jeune ingénieure et ceux qui m'ont dit waouh, c'est génial, je veux être aussi forte qu'eux, en fait, c'était que des hommes. Voilà. Mais voilà. On reviendra peut-être sur des modèles un peu féminins que tu as pu croiser à un autre moment donné de ta vie. Mais toi, Juliette, tu dirais que c'est l'importance du rôle modèle peut-être dans une carrière ou dans une projection, c'est quoi? C'est un peu ce qui a été dit, effectivement, c'est que s'il n'y a pas de représentation, c'est très difficile de se projeter. Alors, un peu comme Mathilde, c'est que parce que le milieu, donc j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie,
qui n'est pas la tech, mais qui n'est pas non plus le milieu le plus intégré ou le plus inclusif qui soit. Et du coup, j'ai eu des gens qui m'ont emmené, qui m'ont mentoré au début, qui étaient des hommes. Mais en fait, il y a un peu un déclic qui s'est pour moi passé pas mal quand j'étais en Angleterre, où j'ai rencontré tout d'un coup plein de femmes. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah mais oui, en fait, ça m'aide quand même à me projeter dans quelque chose où je vois, même sur des choses qui n'ont rien à voir nécessairement avec la work-life balance, mais plutôt des choses qui peuvent être sur la façon d'être un leader, la façon de... ça ouvre quand même un panel de comportements qui sont en fait hyper importants dans une entreprise, dans une carrière, etc., qui, tout d'un coup, ça ouvre les yeux et on se dit, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'être, il n'y a pas qu'une seule façon de progresser, il y en a plein. Et moi, c'est là que les rôles modèles sont venus... et c'est pour ça aussi que ce n'est pas forcément une ou deux personnes. Parfois, c'est une personne à un moment qu'on a vu agir dans une situation où on se dit waouh, là vraiment je vois un truc où je me dis j'ai envie d'aller faire ça et d'aller suivre ça. Et c'est très important effectivement qu'il y ait une humanité derrière, encore une fois, qu'il y ait une proximité. Et tu dirais donc que majoritairement pour l'instant c'est des hommes qui t'ont inspiré parce que c'était comme ça que ça s'est présenté dans ta carrière, mais tu disais que dans les femmes que tu as rencontrées, je ne sais pas quel parcours ou quel profil t'a particulièrement inspiré, que tu pourrais citer occasion de rencontre et comment du coup ça s'est converti dans quelqu'un qui t'a inspiré concrètement. Le premier exemple qui me vient, c'est mon ancienne boss au Guardian, qui était qui était Chief Customer Officer et après elle a été CEO par intérim, qui était une ancienne de YouTube et qui était quelqu'un qui avait qui mélangeait très bien et c'est cette espèce à la fois quelqu'un de très brillant, extrêmement charismatique, extrêmement humain aussi. Pareil, sur ce côté, qu'est-ce que ça veut dire le leadership ? Je pense que j'avais eu beaucoup d'exemples et de modèles dans ma vie où c'était un peu toujours le leadership, ça veut dire être, faut pas dévier, il faut être déterminé, etc. Tout ça, c'est vrai, mais que ce n'est pas forcément exclusif aussi d'une vision extrêmement inclusive, extrêmement bienveillante. Et voilà, elle savait toujours marier l'exigence avec une espèce de bienveillance et une humanité qui moi, ça m'a ouvert les yeux sur... et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas, moi aussi, avancer, progresser dans ma carrière à des postes aussi élevés que je le veux, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être un robot, quoi. Je caricature, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert les yeux là-dessus. J'ai ma fille qui va passer, qui va être enregistrée sur la vidéo. J'essaie de contrer le mouvement, mais désolée, c'est les joies du direct. Et toi, Mathilde, alors tu m'as dit beaucoup d'hommes, je ne sais pas, des femmes qui t'ont inspirée dans ta carrière, des rôles modèles qui sont devenus actionnaires. C'est venu, en fait, moi, les femmes, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu extrêmement tard dans ma carrière. C'est pour ça que j'ai plus été impactée par les rôles modèles hommes, parce que je les ai rencontrés au début de ma carrière, soit avant que je sois ingénieure, soit voilà. Donc en fait, ceux qui m'ont le plus marqué, ça reste des hommes. Après, il y a quand même des parcours, enfin en tout cas des personnes qui m'impressionnent aujourd'hui. J'ai créé il y a 10 ans une association qui s'appelle Duchesse France, justement pour qu'on puisse se regrouper les unes avec les autres, nous les développeuses. Et là-dessus, je sais pas si c'est des rôles modèles, mais j'ai été amenée à rencontrer des femmes brillantes de tout horizon, de toute culture, et c'était vraiment très enrichissant de voir surtout qu'en fait on n'était pas seuls et que finalement on est une multitude et qu'on a tout intérêt aussi à garder des liens entre nous vraiment pour pouvoir avancer, puis des fois juste pouvoir parler entre nous. Enfin, c'est les réseaux, ils se posent pas les uns aux autres. C'est pas parce que tu as un réseau féminin que ça s'oppose à tous les autres que t'as à côté. C'est une somme. Et en fait, moi je vois que les réseaux féminins m'ont beaucoup apporté, et par là j'ai vraiment rencontrer des gens qui sont aujourd'hui des rôles modèles, qui ont des postes clés dans la tech. Et c'était vraiment très intéressant. Après, je pense qu'il y a un autre endroit où j'ai rencontré des rôles modèles, c'est mes associés. Aujourd'hui, chez Joli Moi, où en fait, je travaille chaque jour avec elles. Et en fait, elles sont toutes les trois extrêmement différentes. On est 4 femmes associées à la tête de Joli Moi. Et tu vas voir la CEO, Isabelle, qui est une fonceuse, qui sait ce qu'elle veut, qui a une volonté impressionnante, qui est vraiment phénoménale. À côté, tu vas avoir Aurélia Clos, qui est une déesse de l'humain. En fait, c'est elle qui gère la communauté, et elle
elle gère l'humain d'une manière que je comprendrais jamais. Et tu vois, tous les jours avec elle, j'apprends des choses et elle est dispo, tu vois. Donc, pour moi, ça fait partie du rôle modèle, parce que je peux lui dire, bah voilà, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as géré cette situation comme ça? Je comprends pas. Et elle va pouvoir prendre le temps d'expliquer. Et même la troisième associée, Jennifer Fiorentino, elle est complètement différente des deux autres, mais elle est très organisée, très structurée. Et tu vois, quand tu veux quelque chose d'organisé, structuré, tu sais que tu peux tout à fait te reposer sur elle. Et tu vois, et en fait, elles ont toutes les trois des choses qui fait que je les admire vraiment. Et pour moi, ça fait partie des rôles modèles avec qui je bosse au quotidien. Et ça, c'est génial, quoi. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans la notion de rôle modèle de quelque chose qui est de l'ordre de la proximité de projection. Moi-même, dans ma carrière, j'ai que ça, des femmes que j'ai croisées qui peuvent avoir 10 ans de moins que moi, hein, mais que je trouve extraordinaires dans leur manière d'adresser le problème. Et donc, du coup, ça, c'est une force d'inspiration extrêmement forte et effectivement beaucoup plus forte pour moi que Sheryl Sandberg, qui a été peut-être parfaite, mais qui, à un moment donné, c'est trop parfait, quoi. On n'y arrivera pas. Claire, je te repasse le micro pour poser la suite des questions. Ouais, super. La suite des questions, c'est plutôt vous-même en tant que rôle modèle. Déjà, est-ce que vous vous considérez comme rôle modèle et qu'est-ce que cela implique? Moi, je peux commencer. Je me considère pas du tout comme un rôle modèle. Moi, j'aime bien parler de mon expérience parce qu'elle n'est pas commune. Voilà. Et quand je parle de cette expérience, c'est plus pour montrer que oui, bah, moi, je me suis mariée quand j'étais à la fac. J'ai eu mon bébé numéro 1 pendant les études. Mon deuxième bébé, c'est un haut potentiel avec une dyspraxie. S'il y en a qui connaissent, voilà, ça prend beaucoup de temps. J'habite en Picardie et pourtant, j'ai un poste de CTO dans une start-up parisienne. Donc, en fait, pour moi, je suis pas un rôle modèle, mais j'ai quand même envie de montrer que c'est possible et que j'ai fait des trucs vraiment cool. J'ai bossé dans des boîtes vraiment très cool, extrêmement pointues, et qu'en fait, c'est possible. C'est tout à fait possible de concilier une vie familiale. Enfin, moi, je vois maman solo en Picardie avec 2 enfants, dont un qui demande juste des soins. En fait, au final, ça se fait. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais en tout cas, j'avais aussi envie de montrer qu'on pouvait avoir une vie qui est pas lisse, classique, et quand même continuer à performer dans la tech et continuer à être développeur et prendre en plus des responsabilités. Et du coup, justement sur cette partie témoignage, partage, comment tu l'as montré? Il y a cet assaut Duchesse dont tu nous as parlé. Est-ce que tu as d'autres exemples de moments où tu as pu par exemple, j'ai fait une conférence en étant enceinte, si tu veux, enceinte de 7 mois et demi, 8 mois de mon deuxième. En fait, il y en a qui m'ont dit, bah ouais, en fait, on n'avait jamais vu de développeuse enceinte. Bah ouais, mais en fait, on existe, on est là, et en fait, c'est bien aussi qu'on voit que c'est juste un non-événement. Enfin, je veux dire, ça reste, c'est magnifique et tout, mais en vrai, beaucoup de femmes tombent enceintes et c'était important, tu vois, rien que de le montrer en montrant juste. Et c'est une conférence technique, hein, tu vois, j'étais pas pour parler de la place de la femme, j'étais juste là. J'ai fait mon talk technique et en fait, tu vois, ça fait partie des choses où c'est important de voir. Je suis aussi intervenue chez Adatech School parce que là aussi, c'est important de montrer que même si de l'extérieur, on pense que les gens ont une carrière classique, en fait, chaque carrière est vraiment différente. Donc pour moi, c'est important de le montrer et aussi dans les duchesses où on va être plus sur le personnel. Tu vois, je vais pas venir faire une conf en expliquant ma vie. Par contre, sur les duchesses, j'ai des choses que j'ai faites, tu vois, je sais pas, j'ai tiré mon nez dans les toilettes, il y a des choses, tu vois, qui peuvent être importantes de partager aussi d'un point de vue femme à femme. Et dire, bah voilà, comment est-ce que tu fais quand tu es jeune développeuse et que voilà, on n'est pas très OK avec le fait que tu partes t'occuper de ton bébé malade ou ce genre de choses. Ça peut être utile. Ça, pour le coup, ça concerne tous les parents, mais ça fait du bien aussi de pouvoir en parler, que ce soit avec des hommes ou des femmes. Et toi, Juliette, sur cette question du rôle modèle, est-ce que toi, tu te considères comme rôle modèle? Comment tu abordes cette question? Non, enfin, effectivement, l'étiquette est un peu, un peu lourde à porter, un peu lourde à s'attribuer à soi-même. En revanche, je suis complètement alignée avec ce que dit Mathilde, c'est-à-dire que si ce que je vis, ce que je dis, la façon dont j'approche mon travail, ma vie peut servir comme d'entendre d'autres personnes m'a servi à moi, tant mieux et j'en suis ravie et je pense que c'est important. Je pense aussi que c'est hyper enrichissant en fait de faire des rencontres et de parler avec des gens. C'est-à-dire que les conversations que j'ai pu avoir de mentoring ou ce genre de choses où j'étais moi-même mentor et prise comme telle, en fait, on reçoit à peu près autant qu'on donne en fait. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Parce que quand on dit rôle modèle, la première compréhension, c'est très... voilà, je suis là, regardez ce que je fais. Et en fait, non, c'est beaucoup plus dans les deux sens, je trouve.
que c'est intéressant, premièrement. Et après, oui, exactement. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de s'ériger en statut, mais juste de dire, bah voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est du coup possible de faire ça comme ça. Et oui, encore une fois, la représentation, enfin, le fait de... c'est assez amusant en ce moment, ce que je vis maintenant, donc d'être enceinte en entreprise, dans une entreprise tech, etc., où les gens tendent à être très jeunes, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des enfants. Simplement, je pense que mon existence physique dans cet espace avec mon gros ventre est quelque chose d'intéressant qui crée, voilà, qui crée de l'intérêt, qui crée des conversations et qui peut-être donne à des gens l'impression que, bah oui, en fait, c'est faisable, on peut y arriver. Surtout en tant que C-level, quand on n'a que 5% dans la tech, je pense qu'on peut y aller sur la couche et dans une industrie extrêmement jeune et assez jeuniste, on va dire. C'est plutôt pas mal de pouvoir montrer ça. Et en soi, du coup, tu es forcément un exemple, quoi. Après, tu veux t'appeler rôle modèle ou pas, mais voilà. C'est ça, exactement. Et vous avez toutes les deux mentionné le terme de mentor, le mentorat. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples dans lesquels vous avez été mentor? Est-ce que c'était quelque chose de formel? Parce qu'il y a des entreprises qui font ça. Nous, on se posait aussi la question, pourquoi pas de le faire chez Ada, dans des dynamismes d'école? Ou est-ce que c'était plus informel? Enfin, c'est intéressant de savoir comment vous avez été mentor toutes les deux. Alors moi, en fait, j'ai beaucoup découvert ça au Guardian. On en faisait un peu au BCG. C'était assez institutionnalisé. Et en fait, au Guardian, ça s'est fait de manière très informelle. Et au début, ça m'a un peu surprise parce que je savais que en fait, c'est des collègues qui sont venus me voir, un peu plus en général, un peu plus juniors, qui sont venus me voir et me demander d'abord. Et en fait, ça commence de manière très informelle. C'est-à-dire que c'est au début des conversations. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre un café? Puis ça peut se formaliser un petit peu, mais en fait, enfin, c'est quelque chose que je fais beaucoup, que je trouve très important, qu'on a fait avec moi et qui m'a beaucoup apporté. Donc, il y a un peu encore ce côté donner et recevoir. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être formel et surtout, ça n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un cadre pour exister. Enfin, parfois, je trouve qu'il y a des relations que j'ai avec des gens où jamais je mettrais cette étiquette-là, mais qui sont en fait une sorte de mentorat. En fait, je sais pas, quand on va prendre parfois un verre avec une amie et qu'on passe 1 heure à conseiller enfin, à écouter des problématiques de carrière et à conseiller là-dessus, d'une certaine manière, c'est la même chose. Et pour moi, c'est un peu un continuum. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'il faut sacraliser comme voilà, je suis ton mentor et voilà, c'est quelque chose qui peut être aidé par des structures d'entreprise, ça c'est très bien, parce que voilà, mais c'est pas la peine d'attendre d'avoir un go de ok, il y a un programme, du coup je m'inscris et je le fais pour en fait s'inscrire dans des relations de ce type-là. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le mentorat, même avec ses amis, où je trouve que c'est important d'oser poser la question. Je sais que tu as été très forte là-dessus dans ta carrière. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as fait? Même partager des soft skills, des hard skills, même avec ses amis. Je n'y avais jamais trop pensé avant que c'était une forme de mentorat, mais c'est tout à fait ça. Et ça peut être donnant-donnant, c'est-à-dire une fois, tu es la mentor parce que tu t'exprimes sur un truc que tu te connais très bien, et puis inversement, un autre café. Et toi, Mathilde, sur le mentorat, comment tu le mets en place? Moi, j'ai jamais participé en tant que ni en tant que mentoré ou en mentorant dans une vraie structure. Je pense que mes premiers mentors, je sais même pas s'ils se rendent compte que c'est mes mentors. Peut-être que je pourrais aller les voir en leur disant, tu sais qu'en fait, tu m'as vachement inspiré. Peut-être que je le ferai après cette conférence. Mes premiers mentors, pour moi, c'était des tech leads qui étaient extrêmement forts autour de moi et qui étaient vraiment hyper calés, genre voilà, qu'on fait qui font des trucs vraiment super. Ça a été mes premiers mentors et pour moi c'était complètement du non-dit en fait. C'est juste qu'effectivement je les admirais et que j'ai eu la chance que y a le courant qui est passé et un peu ce que disait Juliette, c'est-à-dire qu'il y a un contact humain qui s'est fait et donc j'ai pu à des moments clés de ma carrière leur poser des questions. Est-ce que tu crois que, je sais pas moi, quand j'ai eu une entreprise dans la Silicon Valley qui m'a proposé de bosser en remote pour eux, voilà, par exemple je leur ai demandé est-ce que tu penses que c'est un choix judicieux ou pas. Bon, ils m'ont dit vas-y, donc j'ai pris ça en compte quand je l'ai fait. Mais voilà, pour moi c'est plus comme ça. Après je sais que notamment chez Duchesse je vois qu'il y a des relations qui se créent et je sais que ça aide aussi parce que justement certains ont besoin de cette barrière de rentrer plus dans un cadre plus formel pour réussir à créer du lien et d'aller voir quelqu'un qu'elles connaissent pas du tout. Donc je pense aussi que ça peut aider. Après moi c'était plutôt naturel. Ok.
Sur la partie, du coup, confiance en soi, légitimité, comment, du coup, toutes les deux dans vos carrières, vous avez réussi à justement aller contre ces barrières qu'on se met parfois à soi-même? Où est-ce que vous avez trouvé votre énergie pour vous dire, ah, bah, tiens, c'est possible? Comment ça s'est passé? C'est une vaste question. C'est une question qui finit pas pas toujours de se poser, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trop fini. En fait, c'est petite. Enfin, moi, pour le coup, j'avais pas mal, au début, notamment de ma carrière, j'avais pas mal de traits assez typiques de mon genre, dirons-nous. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'assez introverti. Enfin, je suis quelqu'un d'assez introverti. Le syndrome de l'imposteur n'est jamais trop loin de moi. Enfin, il y a plein de choses comme ça Mais en fait, je crois que ce qui m'a toujours beaucoup aidée, je ne sais pas si c'est une question, je pense que c'est une question de personnalité, une question d'éducation, mais c'était que la curiosité, le fait de poser des questions n'a toujours été quelque chose qui était ancré en moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment chevillé au corps le sens que si je pose une question et que j'avance en posant des questions comme ça petit à petit, bah, après tout, ça va marcher. Donc, ça m'a beaucoup aidé à contrebalancer justement le côté il faut pas, enfin voilà, faut pas aller chercher, faut pas oser, etc. Enfin, c'est toujours en posant voilà, questions, en étant curieuse, en ayant envie d'apprendre aussi, en ayant une espèce pour le coup, ouais, c'est ça, c'est un truc très important, c'est l'envie d'apprendre. En fait, si on part du principe que, ok, on ne sait pas, mais que demain on saura, et qu'en fait, pour pouvoir savoir, il faut oser poser des questions, bah, ça simplifie les choses. Enfin, ça enlève justement cette espèce de culpabilité de je sais pas si j'ai tout ce que je fais, c'est que je pose la question. Ça m'a beaucoup aidé à démarrer. Et même encore maintenant, enfin, même mon style de leadership, de management, enfin, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir gérer, mes équipes. Enfin, voilà, j'avance beaucoup comme ça. Et il se trouve que ça marche plutôt bien. Et donc, il y a un espèce de truc qui se renforce aussi avec ça. Après, et aussi l'autre truc que je dirais après, c'est de parler avec d'autres gens. Effectivement, tu vois ce que tu disais, parler avec des amis, parler avec d'autres femmes, parler avec d'autres gens qui... En fait, c'est là où on se rend compte qu'on a des expériences communes. C'est-à-dire que c'est très facile de s'isoler dans son truc, mais en fait, à partir du moment où on parle à d'autres gens, on se rend compte que tout le monde tout le monde ne vit pas la même chose, mais qu'on est très nombreux à vivre des choses assez similaires. Et en fait, c'est hyper important, la communauté, le fait de ne pas être isolé face à ces problématiques de ce type-là. Est-ce que toi, Mathilde, tu as des Ouais, je vais rejoindre forcément ce que dit Juliette, qui faisait tout à fait sens. Pour moi, c'est justement quand j'ai commencé à discuter que je me suis rendu compte qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, il touchait tout le monde. Et j'ai des gens qui sont hyper calés, qui bossent chez Google et qui m'expliquent que, en fait, tous les jours, ils ont l'impression que quelqu'un va leur dire « t'es pas assez bon, tu sors », alors que je connais leurs collègues et je sais que c'est des gens qui sont très bons. Donc en fait, je me suis surtout rendu compte, et peut-être aussi parce que j'ai des ados, et résultat, je les vois et je vois leur timidité qui s'installe et le fait qu'ils osent pas. Et je me rends encore plus compte maintenant qu'en fait, il faut tenter, tu vois. Mais souvent, j'ai des gens qui me disent oui, mais j'ose pas postuler parce que machin. Et moi, je dis non, mais postule. Tu verras bien. La personne, elle cherche quelque chose de très précis. Elle sait ce que tu recherches. Ça se voit pas forcément dans l'annonce. Donc, vas-y, va montrer ce que toi tu veux et ce que toi tu sais faire. Et ensuite, tu verras. Mais en fait, voilà, c'est à force de discuter avec les autres que je me suis rendu compte qu'en fait, on se mettait, et moi, la première, beaucoup de barrières. Et qu'en fait, ces barrières, elles ont pas de sens. Oui, ok, bah, j'ose pas postuler chez Google. Bah, postule quand même, tu verras bien. Postule chez Amazon, postule chez qui tu veux, chez Netflix ou autre. Tente le coup, fais-le et au pire, t'apprendras. T'apprendras parce qu'on apprend toujours dans les process de recrutement. Voilà, puis t'apprendras aussi sur toi-même. Mais c'est surtout ça, moi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est vraiment les barrières, on est très fort pour se les mettre à soi-même. Et au final, quand on en discute, on se rend compte qu'en fait, on est finalement tous pareils, on se met tous les mêmes barrières. Donc à partir de là, moi, je vois plutôt qu'on part finalement, enfin, à partir du moment où on en a conscience que c'est des barrières qu'on se met, il n'y a plus rien qui derrière te dit ah bah non, je le fais pas, c'est pas possible. C'est plutôt bah ouais, tiens, une nouvelle opportunité, bah pourquoi pas, est-ce que si j'allais discuter avec les gens. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Et je suis d'accord qu'il y a un côté très rassurant de savoir aussi que les autres aussi se posent beaucoup de questions, ont des syndromes de l'imposteur, alors plus ou moins bien cachés, et ça est prouvé que les hommes arrivent mieux à le
à le masquer. Mais c'est hyper rassurant de le savoir pour se dire, bon, bah, je me pose pas plus de questions qu'une autre. Du coup, je crois que toutes les deux, vous êtes aussi dans des positions de management, si je ne me trompe pas. Comment, du coup, vous véhiculez vos valeurs, donc pas forcément le fait d'être un rôle modèle, mais le fait de montrer qu'on peut y arriver. Comment est-ce que vous arrivez à transmettre ça au sein de vos équipes? Pour moi, c'est vraiment, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que j'essaie de me comporter envers mes équipes comme je... Enfin, s'il y a un peu un côté exemplarité pour le coup dans le leadership et dans le management, je pense qu'il faut essayer au maximum de se comporter, enfin, de donner l'exemple, quoi. Donc d'être... et alors, c'est pas facile, hein, parce que parce que c'est pas facile. Mais je pense que c'est important, c'est très compliqué de demander à ces équipes de faire des choses. Pas forcément qu'on ne sait pas faire soi-même, encore une fois, n'ayant pas beaucoup de compétences techniques, je me retrouve à manager des gens qui savent faire plein de choses que je ne sais pas faire. Et en termes de valeurs, d'éthique, de façon de travailler, etc., je pense que c'est hyper important d'essayer d'être un modèle, en tout cas, sur là-dessus et de reconnaître quand on ne l'a pas été. C'est ça aussi qui est très important, c'est voilà, de pas... Donc ça, c'est important pour moi. Et après, c'est beaucoup de... C'est encore une fois balancer de l'exigence parce qu'on veut que les choses soient... qu'on sorte des trucs de qualité, etc. Avec de l'écoute et de la bienveillance. C'est pour moi un peu trouver et vraiment, j'ai l'impression que c'est important d'être... la vie en entreprise, ça peut être suffisamment compliqué pour plein de raisons, pour essayer d'être aussi honnête et transparent que possible sur la façon dont les choses se passent avec les équipes, la façon dont l'entreprise fait ses choix, etc. Je pense que c'est vraiment c'est notre responsabilité aussi en tant que... être un leader, ça veut dire aussi être ça, ça veut dire montrer le cap et dire où est-ce qu'il faut aller, mais aussi savoir reconnaître, quand on s'est planté, qu'est-ce qui est difficile, etc. Et pour moi, c'est un truc qui est vraiment important. Et je sais que ma loyauté envers une entreprise, envers mes propres boss, naît beaucoup dans ces moments-là. Et donc, c'est ce que j'essaie de reproduire avec toutes les imperfections qui viennent avec ça. Et du coup, tu manages une équipe de combien de personnes? Alors là, j'ai une équipe qui sont 12. Et on est en plus en train de recruter beaucoup. Donc, je me pose plein de questions. C'est hyper intéressant de construire une équipe, en fait, de te dire quel genre de profil tu veux, qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi et comment tu arrives à trouver ça dans un process de recrutement. C'est un vaste sujet. Et de ton côté, Mathilde? Je ne vais pas avoir beaucoup de choses à ajouter. Juliette a très bien résumé, mais effectivement, je pense qu'au niveau de la transparence et la transparence dans le succès, et à la fois quand ça se passe pas comme on l'avait pensé, je pense que ça fait partie de choses qui sont importantes et qui définissent aujourd'hui aussi un bon manager. Outre le fait, il y a plein de choses qui définissent un bon manager, mais ça fait partie des choses. Après, il y a d'autres choses comme vraiment essayer de résoudre les problèmes de son équipe. Et donc d'être à l'écoute et d'essayer de voir comment est-ce que tu peux concilier des objectifs qui des fois sont un peu différents, comment est-ce que tu peux amener les gens à discuter, parce qu'au final c'est surtout ça, hein, c'est surtout fixer les objectifs, motiver, mais aussi faire en sorte que ça se passe bien, donc que les gens, qu'il y ait toujours de la communication, que ça discute et que les équipes, les unes avec les autres, puissent toujours échanger en fait. Et du coup, sur les personnes de l'audience, quel conseil vous donneriez aux personnes qui sont présentes? Il y a pas mal de femmes aussi pour être soi-même un rôle modèle. Donc, cette étiquette est parfois un peu dure à porter, mais du moins être soi-même inspirant, transmettre cette volonté d'y arriver. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux filles qui sont là ce soir et aux hommes? Vas-y, Mathilde.
Ok. Moi, j'en aurais un seul, j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure, mais c'est d'oser se lancer, en fait, de pas se mettre soi-même des barrières. Euh, vous savez pas ce que les employeurs recherchent. C'est compliqué. Même nous, déjà, c'est un peu ce que disait Juliette, même pour nous, c'est compliqué des fois de savoir exactement ce qu'on recherche. Mais en fait, on peut pas savoir, donc faut surtout pas se limiter. L'autre point, je le vois parce que moi, j'ai commencé, et si j'en suis là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des conférences. Et mes premières conférences, c'était compliqué, s'il y avait beaucoup de monde, mais je me suis quand même lancée parce que j'ai été poussée un peu. Il y a des gens qui m'ont dit mais si, vas-y, fais-le. C'était comment est-ce que je me suis lancée en tant que junior et freelance, donc j'avais très peu d'expérience à l'époque. Et pour moi, c'était très important d'oser me lancer, d'oser le faire. Et maintenant, quand je redis ça à des gens, souvent on me dit oui, mais j'ai rien à dire. Bah, en fait, non, même tu as fait une reconversion, c'est hyper intéressant. On te rend compte, la plupart des gens, ils passent toute leur vie en disant j'aurais bien aimé faire autre chose que ce que j'ai fait pendant mes études et n'osent pas franchir le pas. Donc en fait, même si tu es junior, tu as forcément des choses à partager parce que tu peux dire voilà, par exemple, une junior pourrait dire mes premiers pas chez Jolie Moi, ma première semaine chez Frishti. Y a toujours des choses à partager et à montrer. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment d'oser se lancer et juste de dire qu'en fait, ce qu'on fait là et ce qu'on fait là aujourd'hui avec Juliette, c'est juste partager de ce qu'on est. On n'est pas exceptionnel, on est des gens classiques. C'est juste qu'on apprécie partager et c'est très important. Je pense qu'on continue parce qu'on est peu nombreuses à prendre de l'espace et à vraiment à partager, à montrer qu'on est là, qu'on fait des choses tech, pas tech, produit, enfin ça n'a pas d'importance ce qu'on fait, mais juste de montrer qu'on est là et qu'on fait des trucs qui sont sympas, qu'on soit toute jeune junior ou pas. Je pense que vraiment c'est important aussi qu'on essaye d'être plus visible, ou en tout cas qu'on essaye de se challenger à être plus visible. Mathilde, t'as des conseils pour... pardon, Juliette, tu as des conseils pour compléter? Déjà, je pense que c'est le truc clé en fait. C'est effectivement juste oser faire des choses. Pas essayer d'être un rôle modèle. Enfin, ça veut rien dire en fait. Enfin, essayer d'être un rôle modèle, mais juste faire des choses et effectivement pousser parce que globalement, c'est jamais vrai. Pousser très très loin la petite voix qui vous dit non, ça, faut pas, tu sais pas, t'as rien d'intéressant à dire et tout. Celle-là globalement, elle a tort. Enfin, a priori, c'est 95% du temps, c'est pas la peine de l'écouter. Et ouais, juste d'y aller et puis et encore une fois, de pas attendre nécessairement. Par exemple, si c'est du mentorat, si ce genre de choses, pas forcément attendre qu'il y ait une structure ou un truc. Enfin, si ça peut être initier des conversations, ça peut être et être curieux. Ouais, essayer d'être curieux, aller chercher, aller parler aux gens, aller sortir de son monde, ça paye toujours en fait. Et c'est comme ça que ça se construit. Enfin, c'est pas, c'est facile à dire, hein, de dire c'est pas sorcier, mais en fait, quand on pense, les petites choses sont finalement étaient pas. Enfin, moi, je sais que les petits moments qui finalement ont amené à des grands trucs, des grands tournants dans ma carrière, étaient souvent pas des choses si difficiles ou des choses. C'est juste un moment de se dire bon, ben, j'y vais, quoi. J'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Pas grave d'avoir peur, c'est normal. Moi, je compléterais en disant comme vous l'avez toutes les deux dit, d'accepter les opportunités qu'on propose, mais ultra concrètes. C'est-à-dire, par exemple, moi, avec Adatech School, j'organise toutes les semaines des conférences comme celle-ci. Et du coup, je propose très souvent à des femmes pour qui c'est la première conférence, qui me disent « Mais attends, je ne suis pas sûre, je ne vais rien avoir forcément d'intéressant à raconter. Est-ce que je suis légitime sur ce sujet? Tu es sûre que tu ne veux pas inviter quelqu'un d'autre ?» Je dis « Bah si, justement, moi, je t'ai contacté toi parce que je t'ai trouvé et parce que je trouve que c'est intéressant. » Finalement, elles ont toutes dit oui à la fin. Et souvent, m'ont remercié en me disant c'est génial parce que j'ai bien aimé témoigner. Elles ont des retours après. Donc, moi, je dirais de dire oui aux opportunités ultra concrètes qui sont proposées, que ça soit aussi, je vois beaucoup sur Duchesse que tu as fondé ou d'autres communautés de femmes, le fait d'avoir des appels pour écrire des articles de blog, pour faire des vidéos, de répondre à des journalistes, des choses comme ça. On se dit un peu, oh là là, c'est du, comment on appelle ça, du brand content sur soi, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et du coup, c'est des choses peut-être en tant que femme auxquelles on est moins habitué. Mais moi, je vous conseille vraiment d'accepter, enfin, toujours dans des trucs sur lesquels vous sentez que c'est en phase avec vous qui vous êtes. Il ne faut pas accepter des trucs complètement à côté de la plaque. Mais voilà, ça fait du bien en fait.
Personal branding, voilà. Merci, Nat. J'avais perdu le mot. Pourtant, il est partout en ce moment. Du coup, si ça vous va, on va passer peut-être aux questions de l'audience. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui sont là, à poser vos questions. Caroline, peut-être si tu en as aussi des supplémentaires, n'hésite pas. Ouais. Ouais. Je réfléchis. L'audience, allez-y. Hein, on a à la fois des personnes qui embauchent, donc il y a plein de questions à leur poser. Les personnes qui, j'ai vu, Juliette, ton parcours, il est impressionnant parce que tu switches. On ne pourrait pas dire que tu vas aller forcément sur une fonction produit. Donc, comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment ils sont venus te chercher, Frishti, ou comment tu es allé les chercher? C'est intéressant, ça. Oui, alors c'est. En fait, en gros, le produit, c'est un truc sur lequel je me suis. Le pivot vers le produit, ça s'est fait pendant que j'étais au Guardian. En gros, je rentrais au Guardian, je faisais de la strat, donc j'étais dans l'équipe stratégie in-house. Et je trouve que les enjeux produits dans un média qui est en train de se reconvertir vers toute une politique d'abonnement, etc., c'est un peu des enjeux clés. Donc je me suis retrouvée à bosser dessus avec un angle strat. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, ça me plaît, etc. Et ça me plaît. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à pivoter vers des sujets produits. Finalement, j'ai transitionné dans un rôle qui était mi-business, mi-produit au Guardian. En gros, j'étais à la fois côté commercial, mais en fait, le truc à construire, c'était un produit. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à gérer une équipe, une petite équipe de product managers qui travaillait à construire l'abonnement numérique de demain. Donc, ça, j'ai construit petit à petit mon expérience sur le produit, mais pareil, pour le coup, en débarquant. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à manager des product managers en n'ayant moi-même jamais été product manager. Mais bon, on apprend. On écoute, on comprend comment ça marche et au final, on voit qu'on apporte quelque chose et que ça fonctionne. Et du coup, moi, Frishti, c'est une boîte que je suivais de loin depuis. Ils se sont fondés à peu près au moment où je suis partie à Londres. Et donc, je les suivais parce que je trouve que le projet est hyper intéressant, la trajectoire est top. Et en fait, pour le coup, c'est un vrai. C'est-à-dire que j'ai vu je commençais à penser à rentrer à Paris et j'ai vu une offre sur Welcome to the Jungle qui cherchait un CPO et du coup, j'ai candidaté. Alors, du coup, je me suis renseignée. Effectivement, j'ai activé un petit peu mon réseau parce qu'effectivement, un réseau, c'est important. Mais ce n'était pas un réseau fou. Hein. C'est un réseau d'anciens collègues du BCG qui connaissaient des gens qui ont fait leurs études avec des gens qui sont chez Frishti. Donc, voilà, rien de... Ouais. Mais que j'ai activé. Du coup, je les ai rencontrés, on s'est parlé. Et c'est comme ça que ça s'est concrétisé. Pareil, au moment où j'ai envoyé le premier message, je me suis dit, c'est un peu un long shot. Parce que voilà, j'ai pas évident, c'était pas CPO écrit C-level parce que ça aussi, hein, on dit souvent, on parle avec les recruteurs, ils me disent ouais non, on cherche des CPO mais qui ont déjà, je sais pas combien d'expérience de CPO. Je dis bah, ok, tu n'auras pas de meuf parce qu'il y a un moment donné, il n'y en a pas 36 dans le métier. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc ça c'est hyper intéressant, je trouve. Et tu t'es pas rapproché d'autres products ou d'autres CPO pour non? Non, alors effectivement, je l'ai fait ici au Royaume-Uni, justement, j'avais une petite communauté de gens qui étaient aussi, justement, j'avais discuté beaucoup avec le product director du Télégraphe, d'autres organes de presse, mais moins en France, parce qu'en fait, ça s'est goupillé avec Frishti, mais c'est aussi une des raisons de moi, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de 15 Tech, hein, c'est que c'est aussi une communauté de gens qui font les mêmes métiers que moi, avec lesquels échanger et avec qui construire, surtout dans des mondes de start-up puis le produit, c'est un truc qui est tellement parfois, qui prend des formes très différentes selon les boîtes où on est, les niveaux de maturité, etc., que moi, j'ai une soif d'échanger avec des gens de la communauté produit en France parce qu'il y a plein de trucs à construire, il y a plein de trucs à discuter et voilà. Chacun sa vision. D'ailleurs, on pense faire un tour de revue de chacun sa vision d'infrastructure ou data ou product ou software. Je pense que c'est hyper intéressant de comprendre ça parce qu'on en apprend beaucoup. Et surtout, posez vos questions à Mathilde et Juliette. Elles sont là pour vous. Je ne sais pas, vous avez forcément une question à poser puisque le sujet, vous étiez là, ça vous intéresse. Don't be shy. Soyez pas timide. C'est le début. Hein. En plus, derrière, vous allez sûrement vous connecter peut-être avec... Juliette et Mathilde, vous allez leur poser peut-être des questions, ça pourrait peut-être enclencher une relation. Voilà, donc il y a un moment donné, c'est bien de poser ces premières questions. Donc, allez-y. Je ne sais pas s'il y a une petite question du tout. Une petite.
Ouais, une audience C'est vrai timide que aujourd'hui. il y a les rôles modèles et il y a aussi l'aspect communauté. Et sur les produits tech, je trouve ça hyper important ce que vous faites, 50, sur les métiers tech, ce que vous faites, 15 Tech. Et après, j'aime beaucoup aussi la dynamique de former des communautés par spécialité. Moi, du coup, je m'occupe du marketing et de la croissance chez Ada et je suis dans un groupe Slack fondé tout récemment par une fille qui s'était inscrite, mais je ne crois pas qu'elle soit là, qui s'appelle Camille Coco, qui a fondé les Meufs du Gloss. Et en fait, c'est un Slack ultra bienveillant, ultra sympa, et sur lequel on n'a pas ce biais de se dire « Ah, si je vais poser cette question, ils vont se dire « Mais comment elle peut poser ça à ce poste ?» Parce qu'on a tous le droit d'avoir des petits doutes, d'avoir une confirmation. Et du coup, c'est hyper agréable. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ça dans le produit. Ou si ça n'existe pas, ça aussi, c'est une initiative à avoir de se dire « Ah bah tiens, je peux fonder cette communauté. » Et puis, ce que disait Camille qui a fondé la Meuf du Gloss, c'est que du coup, elle avait fondé cette communauté. Elle s'est dit « Oh là là, mais je vais me retrouver à devoir tout gérer. » Et en fait, la communauté a pris complètement d'elle-même. Et finalement, elle s'est mise en retrait et 2-3 autres filles ont pris le lead. Donc, c'est aussi un autre moyen, je trouve, de s'affirmer dans ces métiers, c'est de créer des communautés. Oui, exactement. Ça, c'est sûr que c'est un bon levier pour aller se rencontrer. Est-ce qu'on a une question? On a une question? Oui, on a une question. Alors, Charlotte, vous parlez d'être entourée par X personnes. Avec combien de personnes pensez-vous qu'il soit possible d'entretenir une relation à un rôle de mentoré sur un même laps de temps? Y a-t-il un nombre d'or? Alors, c'est une bonne question. Comme toujours, ça dépend. C'est vrai qu'il y a un sujet qui est que, je peux, en me plaçant moi dans une position de mentor, c'est que pour que ça marche bien, il faut, c'est des moments où il faut savoir être présent et savoir y dédier du temps. C'est-à-dire que c'est pas pour moi mais encore une fois, même dans des cadres informels et tout, si on veut le faire, autant le faire bien. C'est-à-dire être présent dans la conversation, y donner le meilleur de soi. Donc, oui, c'est pas un truc qui s'industrialise. Je sais pas, moi, j'ai eu, je pense que de relations que je qualifierais de vraiment mentoré, je pense que j'en ai eu jusqu'à 4 en même temps. Qui étaient un peu vraiment comme ça. Après, il y en a plein d'autres, des trucs beaucoup moins formalisés. Hein, mais bon, on est sur des rythmes, ça dépend. Hein, il y a des gens que je voyais toutes les 2 semaines, des gens qui je parlais tous les mois. Pour moi, c'était un bon nombre. C'est vrai que je vois pas, j'ai du mal à imaginer un truc très formalisé avec, je sais pas, 10-15 personnes, mais peut-être, il y a peut-être des gens qui sont mieux organisés et qui peuvent gérer ça. Mais après, encore une fois, j'insisterai sur le côté, c'est pas, ces relations-là sont un peu plus formalisées, mais il y a plein d'autres moments où ce genre d'échange se passe où c'est pas la peine forcément de mettre une étiquette dessus, quoi. Ok, merci. Charlotte répond aussi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. C'est la dernière chance. On va après clôturer dans 5 minutes. Peut-être moi plus sur, pour le coup, un peu la définition du rôle modèle plus à l'ancienne de femmes qui vous inspirent. Donc, pas forcément les femmes à la tête de grosses boîtes, mais est-ce qu'il y a un peu plus dans le paysage de personnes connues, il y a des femmes qui vous inspirent, que vous voudriez citer Moi, ça va être compliqué pour moi parce que c'est vraiment des gens proches de moi. Donc, je sais pas. Par contre, il y a une femme qui m'a vraiment éclairée, mais c'est pas elle, je la connais pas particulièrement, mais c'est le livre de Camille Fournier qui s'appelle The Management Path et donc c'est très tech. Hein, c'est pour les techs qui veulent devenir managers. Après, le livre est vraiment très bien, donc je pense qu'il peut servir à plein de gens qui interagissent et qui doivent interagir avec des devs. Pour moi, c'est ça. Il y a des livres qui sont des pépites, en fait, et qui peuvent vraiment ouvrir l'esprit. C'est sûr que ce serait très intéressant pour moi de pouvoir discuter avec elle, mais au moins, rien que de lire son bouquin, c'était vraiment une des personnes qui m'a marquée récemment.
Et moi, une reco, ça peut être en effet aussi un livre, une conf, une personne. Alors, il y a une personne que je trouve, qui est pour le coup typiquement quelqu'un de connu, très loin de moi, que je n'ai jamais rencontré, qui est Samantha Power, qui est l'actuelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui a travaillé dans l'administration Obama pendant longtemps et qui a écrit un bouquin sur sa vie et que je trouve fascinante pour le côté guidé par ses passions. Enfin, comment en fait une espèce de réussite, comment dire, assez exemplaire en politique, etc., en fait, est menée par quelqu'un qui est devenu journaliste en sortant d'école, a bossé du coup pendant des années sur le terrain en Afghanistan, etc. Du coup, a construit une espèce d'expertise autour de ça parce qu'elle était passionnée par ces questions-là et est arrivée après à avoir une carrière du coup en politique, administration, mais toujours très passionnée, toujours très menée par ses convictions, en parallèle de se retrouver, dans son bouquin, elle raconte son parcours pour réussir à avoir des enfants, en même temps qu'elle était secrétaire d'État dans le gouvernement Obama. À devoir gérer, c'était compliqué parce qu'elle avait des problèmes d'infertilité, donc à devoir gérer des rendez-vous, un truc mais en même temps raconter avec beaucoup de simplicité et ce côté très, oui, je voulais faire ça, donc j'ai fait, quoi. Qui moi me rassure beaucoup, qui me parle beaucoup plus que des modèles connus un peu plus dogmatiques, justement. La pauvre Sheryl Sandberg qui s'en prend plein, nous entend un petit rôle modèle, j'ai l'impression, ce soir. Et qui est très, qui sont un peu genre dans le côté, j'ai un schéma, j'ai une machine de vie et c'est comme ça que ça se passe. Et quelque chose que je trouve beaucoup plus humain et beaucoup plus parlant pour moi, en tout cas, il y a des choses qui me passionnaient, donc j'ai été les faire, je les ai fait du mieux que je pouvais et bon, il s'est trouvé que dans son cas, c'était plutôt pas mal. Et ça m'a emmené très loin et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très humain et en même temps assez admirable dans son parcours. Ok, trop intéressant. Moi, je regarderai. Je vous ai posté les liens des livres si ça vous intéresse. Moi, je cite quand même, justement, j'avais peur qu'elle soit un peu le rôle modèle type, mais Michelle Obama, je trouve que c'est quand même un rôle modèle fascinant et je vous conseille de venir, où justement, elle est arrivée là où elle est arrivée. Pour le coup, elle le dit très honnêtement, sans le vouloir et en poussant au maximum Obama à arrêter la politique. Et du coup, je trouve son parcours hyper intéressant sur justement le questionnement d'être mise sur un piédestal alors qu'elle ne l'avait pas forcément demandé. Et une fois arrivée là, qu'est-ce qu'elle fait du fait d'être, malgré elle, un rôle modèle. Donc, je vous conseille. Moi, je la trouve assez géniale. Le livre a des côtés assez américains parfois. Mais vraiment, elle donne des super conseils très simples aussi qui peuvent être activables dans la vie de tous les jours. Alors, on a eu une question aussi entre-temps de la part de Nat. Avez-vous des tips pour, par exemple, en contexte d'entretien de recrutement, contrer les biais de genre et les idées reçues sur le fait d'être une femme dans la tech? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Ou même toi, Caroline, peut-être tu as des... Ouais, Mathilde, je te laisse en tant que... Ouais. Il n'y a tellement pas de biais de ton côté que, en fait, la question, c'est... Ouais, nous, il n'y a que des femmes, donc c'est un peu... Voilà, donc moi, j'ai fait l'inverse, c'est que j'ai été dans une boîte où je savais que je serais acceptée comme je suis. Donc chez nous, chez Joli Moi, c'est bien sûr pas ça n'a pas d'importance. En revanche, moi, ce que je trouve, et c'est amusant parce qu'on l'a aussi nous, c'est un petit défaut de langage. Les femmes ont tendance à dire un petit peu tout le temps. Voilà, ce truc est de se minimiser ce qu'on a fait. Je sais pas, parce que j'ai pas d'études sociologiques derrière, mais j'ai l'impression que ça fait partie des petits tics. Et en fait, il y a plein de petits tics comme ça où en fait, où en fait on le voit pas. Par exemple, typiquement, je pense que Caroline t'en parlera mieux que moi, mais je sais que sur les salaires, les femmes vont dire une fourchette, là où les hommes vont donner plutôt juste la limite haute, en disant on n'a qu'une vie, YOLO. Là où nous, on va toujours essayer d'être, enfin pas toujours et pas tout le monde, mais d'être un peu plus raisonnable. Et je pense qu'il y a comme ça, il y a un certain nombre de biais. Donc après, je pense que l'important, c'est déjà d'en être conscient et de se documenter dessus pour pouvoir les contrer. Se dire effectivement, c'est vrai, je suis comme ça. Tiens, en fait, effectivement, c'est un biais que j'ai moi. Je vais pouvoir évoluer, mais ça demande du travail. Alors, inversement, je pense que ce que vous voulez dire, Nat, c'est qu'il y a beaucoup de biais à l'encontre des femmes de la tech de la part des recruteurs. Donc, ils vont leur poser des questions plus sur leur parcours, moins sur leur potentiel. Donc, je pense qu'il faut bien analyser quand on a une question qui va être posée sur un mode préventif. Donc, plutôt dire, en gros,
voilà, c'est différent de poser la question comment vous allez réussir et comment vous allez ne pas échouer, j'ai envie de dire. Donc, de bien identifier ça pour pouvoir se repositionner et repositionner voilà, de bien. Soi-même, on a tendance à faire un peu le syndrome de la bonne élève, de dire ce qu'on a fait dans le passé, voilà ce que j'ai fait, etc. J'imagine que Juliette, elle a dû se projeter dans un rôle qu'elle n'avait pas du tout, par un titre qu'elle n'avait pas. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, eux, ils vont aller regarder ce qu'il y a eu dans votre parcours qui est vendredi expérience, mais en quoi vous vous projetez dans ce rôle et potentiellement dans leur ambition. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a beaucoup, nous, par exemple, sur FinTech, on essaie beaucoup de les sensibiliser sur les biais de genre. Notamment, on les accepte quand souvent ils ont fait les formations sur les biens conscients. Voilà, parce qu'on peut arriver à un niveau ultime, par exemple, même, je veux dire, que ce soit dans les premiers postes, et on va dire, ah, pas les épaules assez larges. Ah bah oui, mais ça veut dire quoi, les épaules assez larges? Ça veut dire qu'on peut être qu'un mec pour avoir un certain rôle dans la tech. Donc, effectivement, je pense que c'est bien d'identifier les petits points. Et puis moi, je serais assez radicale. Alors, je sais que quand vous sortez peut-être d'ADA, vous n'avez pas tout le choix que vous pouvez, mais c'est important. Négociez bien votre salaire parce que seulement 7% des femmes le font et ça a un impact, c'est 400 000 € d'écart sur toute la carrière. C'est un petit studio à Paris, par exemple. C'est pas dégueu. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc là, je demande de prendre avis, de vraiment connecter des gens qui ont été juniors juste avant. Et ça ne sert à rien d'aller voir le gros rôle modèle. Pour le coup, c'est vraiment l'étape d'après des femmes, des hommes, parce que les hommes sont mieux payés. Donc voilà, de bien regarder benchmark de salaire. Et de ne pas effectivement se dire c'est pas pour moi. Voilà. Et donc, dès qu'on identifie un petit biais dans leur manière de parler, on retourne en disant mais alors plutôt de leur demander du coup, c'est quoi que vous faites en diversité et inclusion dans la boîte? Questionnez bien, parce que de toute façon, si c'est très, très biaisé, globalement, ce n'est pas un bon signe pour l'entreprise derrière. Je pense que Mathilde, elle ne comprend pas la question parce qu'elle n'a pas de problème à embaucher des femmes, je pense. Voilà. Mais je veux dire, sincèrement, il y a beaucoup de boîtes qui sont très biaisées. Demandez aussi, regardez si dans le parcours, vous avez des femmes qui interviennent ou des gens de la diversité dans le parcours de recrutement. Regardez s'il y a quand même 2-3 personnes managers enfin autour. Ça peut pas être forcément, ça peut être en data si vous êtes en software, parce que parfois, il y a très peu de femmes. Mais juste, est-ce qu'il y a des femmes qui ont progressé, etc. Et donc, renverser un peu la charge de la preuve. Aujourd'hui, toutes les boîtes veulent recruter des femmes dans la tech. Ils sont bourrés de biais, mais il y en a qui essayent vraiment de faire des efforts. Donc, renverser et poser des questions, parce que si vous n'êtes pas de toute façon bien dans le job, si vous avez été sous-payé ou qu'on estime que vous n'avez pas été assez compétent, vous allez être questionné sans arrêt. Et ça, ce questionnement sans arrêt, Claire, vous l'avez fait des conférences aussi avec Isabelle Collet, elle a montré qu'une censure sociale se met en place et donc un phénomène d'autocensure après. Et donc, ça, c'est très, très important de questionner les boîtes où vous allez aller et renverser un peu la charge de la preuve. Si vous entendez des mots biaisés, vous re-questionnez et vous vous dites, attends, qu'est-ce que vous voulez dire par ça exactement? Parce que c'est intéressant, parce que voilà. Et donc, voilà, je sais que c'est très difficile quand vous êtes au démarrage ou en reconversion, mais si vous êtes en reconversion, vous avez d'autres expériences avant, donc utilisez-les pour les utiliser là. Si vous n'êtes pas en reconversion, que c'est vos premières expériences, prenez avis surtout et ne vous minimisez pas et essayez d'identifier vous-même si vous y êtes sensible à la manière de parler. Voilà. Et donc, tous vos parcours, ça va être de toute façon, ça va être assez évocateur. Si c'est très biaisé, c'est rarement un bon signe. Maintenant, en ligne de mire, les recruteurs sont là, ils doivent être formés. Donc, c'est important que vous regardiez ça sur toute la chaîne parce que ça peut, quand je vous dis qu'une femme sur 2 quitte la tech après 8 ans d'expérience, ce chiffre-là, je veux le dégommer parce que ça ne sert à rien qu'ADA existe si derrière, on ne retient pas les femmes dans cette industrie. Donc, choisissez bien. Vous êtes aussi dans une position où vous pouvez aller choisir les boîtes. Il y a des critères pour regarder et prenez avis pour votre premier salaire. De ne pas être trop en dessous. Parfois, si on a fait une formation courte, c'est normal d'être peut-être un peu moins payé au démarrage, mais à un moment donné, il faut que ça se rattrape. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Super. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci pour ces conseils, Caroline. Merci. Merci surtout à Juliette et Mathilde d'avoir accepté de témoigner. La Juliette de l'ombre aussi de 50 in Tech qui m'a bien aidé à organiser l'événement. Et merci pour vos questions. Et voilà, j'ai trouvé ça en tout cas hyper intéressant et inspirant. On remettra la vidéo, comme je l'ai dit, sur YouTube en replay. Donc, n'hésitez pas, si vous avez participé, à la partager si ça vous a plu. Je pense que c'est utile d'avoir un tel discours et de le partager autour de nous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Bonne Au revoir. soirée.